Bonjour, bienvenue à tous. Pour ce live Careformance, on a la chance et l'honneur aujourd'hui d'accueillir Sébastien Boeil. On est très heureux que vous soyez là parmi nous. Je vous rappelle le principe, n'hésitez pas à poser vos questions en direct ou à témoigner. J'essaierai de regarder l'écran régulièrement pour pouvoir poser vos questions en direct à Sébastien. Bonjour Sébastien, bienvenue. Bonjour. C'est un live, je t'avoue, un peu spécial pour moi. On a fait des choses plutôt assez légères jusqu'à présent. Aujourd'hui, on est sur un sujet qui est assez touchy, comme on dit, qui est très particulier pour nous, qui nous a d'ailleurs beaucoup mis en émotion cette semaine parce qu'on a reçu pas mal de témoignages, voire on a eu des témoignages directement dans notre entourage, comme quoi parler de ce sujet-là libère la parole. Exactement. Ce sujet-là, c'est la pédophilie et les agressions sexuelles dans le secteur sportif, mais je pense qu'on peut l'élargir. On peut l'élargir, mais plus particulièrement dans le secteur sportif, en milieu sportif. Sébastien, je vais te laisser te présenter et raconter à nos spectateurs ton histoire. Ouais, mon histoire maintenant elle est connue mondialement puisqu'elle a passé les frontières. Mais moi je suis victime d'un pédophile de 12 à 16 ans à peu près. J'ai pu en parler 18 ans après grâce à un copain d'enfance qui avait subi la même chose que moi, qui a suivi une thérapie, une hypnose partielle pour savoir le comportement sexuel dissolu qu'il avait. Et cette hypnose a permis de révéler, de faire remonter à la surface des viols qu'il subissait les mercredis après-midi dans la grange de chez ses parents par son voisin qui était le mari de ma cousine. Et donc il m'en a parlé et il a libéré ma parole grâce à ce témoignage. Et on était 3 copains d'enfance à être tout le temps ensemble, à jouer au rugby, à être dans la banda du village ensemble, dans le village ensemble, au collège ensemble. Et je suis allé voir une 3e victime potentielle et qui m'a avoué elle aussi du coup qu'elle était également victime de ce prédateur. Donc on était 3 victimes. Et donc en novembre 2008, j'ai porté plainte contre mon agresseur. Et on a suivi 4 ans de procédure, 4 ans de procédure où j'ai connu ma première dépression, suite aux réactions de l'entourage notamment. Et 4 jours de procès sont arrivés ensuite à Mont-de-Marsan, aux assises, où pendant ce procès j'ai fait 4 nuits blanches. Et ces 4 nuits blanches m'ont permis de réfléchir à comment aider les autres victimes et comment protéger les futures potentielles victimes qui sont nos enfants. Je crois que donc ton association s'appelle, l'association que tu as créée s'appelle Colosse au pied d'argile. Je crois que c'est ton avocat qui avait utilisé ce terme-là pendant ton procès. Exactement, mon avocat qui est mon second père, comme je dis, Maître Launay, Fred Launay, qui regardait ce colosse au pied d'argile par tous les états de destruction qu'il est passé dans sa vie. Et en fait, tout est dans le titre, c'est pas parce qu'on est costaud qu'on est fait sur des bases solides. Donc ça collait bien avec l'image du rugbyman que j'étais, côté solide et cette fragilité en pied d'argile. Alors tu parlais tout à l'heure de ton ami qui a fait des séances d'hypnose et finalement il avait fait une sorte d'amnésie traumatique, c'est-à-dire qu'il avait oublié ou occulté cette partie-là. Est-ce que toi c'était ton cas? Non, moi pour faire la déposition chez les gendarmes, moi c'était très simple puisque je me rappelais de tout en détail. J'ai peut-être oublié quelques crimes, puisque c'est des crimes que j'ai subis, mais la quasi-totalité je m'en rappelais. D'accord. Moi je n'ai pas fait d'amnésie et puis ce prédateur, vu que il était dans mon cercle familial, et donc je l'avais tout le temps à côté de moi, puisque j'ai appris pendant le procès qu'il était amoureux de moi. Donc on parle d'un pédophile. D'accord. Donc dans la psychologie du pédophile, il est, selon eux, il est question d'amour quand même. Ils aiment. La pédophilie, pédo c'est enfant, philie c'est amour. Donc c'est une attirance sexuelle et de l'amour pour l'enfant. D'accord, ok. 18 ans, tu es resté 18 ans à peu près dans le silence. Comment on tient 18 ans en portant ce lourd fardeau seul, parce que je crois que t'en avais parlé à personne. Je n'ai jamais parlé à personne. Comment on tient 18 ans comme ça? On survit. On survit, on s'autodétruit, sexe, alcool, drogue, argent, violence. J'ai quasiment tout eu. D'accord.
J'ai quasiment tout eu. On se détruit, on sourit de l'extérieur, mais on pleure à l'intérieur en silence. Et voilà, on a des comportements déviants, on est jusqu'au boutiste. Moi, c'est la justice à chaque fois qui m'a rattrapé pour l'argent. Je dû me faire interdire le casino. Donc c'est la justice qui a mis fin à cette dérive. La violence, c'est la justice qui a mis fin à cette violence parce que j'étais condamné. Quand on commence à casser des dents, des nez sur les bagarres, donc il faut les rembourser, donc ce qui est normal. Donc c'est la justice encore qui m'a rattrapé. Et pour mon histoire, c'est la justice aussi qui a mis terme à toute cette série de silence, cette période de silence. Donc voilà quoi. Alors tu avais, bonjour à tous, vous commencez à arriver à témoigner. En tout cas, nous montrer que vous êtes là. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, j'en ai plein, alors sinon, je ne vais pas vous laisser trop de place. Moi, je trouvais qu'en étudiant un peu ton parcours, tu as ces 18 ans, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu as ces 18 ans d'autodestruction et en même temps, tu as cette force de vie, c'est-à-dire qu'il y a quand même ce petit quelque chose en toi parce que, qui te pousse quand même à construire, tu te maries, tu as un enfant, il y a quand même cette force de vie. Tu l'as senti quand même ou Mais depuis que je suis né, je suis quelqu'un qui est plein de vie. Malgré tous les obstacles que l'on peut rencontrer dans sa vie, je les ai tous surmontés, certains facilement, d'autres avec plus de difficultés. Mais depuis l'âge de 11 ans, en fait, voilà, je lutte contre les autres pour le bien-être de moi en premier et pour maintenant le bien-être des autres aussi. Et donc cette force de vie qui t'a habité, t'a sauvé aussi quelque part, ça a participé au fait que tu puisses tenir le coup. Qu'est-ce qui t'a aidé aussi à tenir? Est-ce qu'il y a d'autres, le sport, est-ce que le sport... Le rugby, après moi, j'ai eu la chance d'être apprenti. Moi, être dans une classe enfermée, j'étais déjà emprisonné dans ma vie. Tu étais apprenti en quoi? J'étais apprenti dans la distribution de pièces détachées de poids lourds, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, la protection de l'enfance. Et en fait, donc j'ai pu partir de l'école, du cursus scolaire rapidement, partir en apprentissage où je travaillais avec des adultes donc, qui me cadraient. Donc ça a été déjà un premier soutien et une bouée de sauvetage. Après, j'ai été le rugby qui m'a régulé, qui est toute la haine que j'avais en moi, mais je l'ai expulsé sur le terrain, des fois dans les règles, des fois c'était pas trop dans les règles. Mais voilà, c'est le sport, le travail qui m'a sauvé la vie, je peux dire, et la justice maintenant. D'accord. Il y a quelque chose moi qui m'a aussi beaucoup étonnée, c'est la réaction, et tu l'as très bien dit tout à l'heure. Tu as dit je suis tombée en dépression, pas suite à mes révélations, mais suite aux réactions de mon entourage, de mes proches, voire de ma famille, suite à mes révélations. C'est assez fréquent, j'ai lu pas mal de témoignages. Le collectif se retourne contre la victime. Comment tu expliques ça? Alors, j'ai plusieurs questions autour de ça. Comment tu as vécu ça? Alors tu l'as dit, effectivement, tu en as fait une dépression. Mais comment tu expliques ce phénomène-là? Et est-ce que tu prépares, via ton association, les jeunes victimes et leurs parents à ce fait-là, le fait qu'ils vont pouvoir se retrouver, ils peuvent se retrouver très seuls dans ce combat-là? Bien sûr, on les aide dans tout ça. Le déni de la famille. On a des familles qui, les mamans souvent, ou les grands-mères, vont être au courant de ce qui se passe dans la chambre du papy ou du papa. Et vont monter le son de la télé par exemple, ou vont partir dehors faire du pardon. On a une visite, pardon, on est un peu dérangé. Donc, ouais, on va patienter. Bonjour. Donc je disais, le déni de, oui, voilà, donc il y a un déni de la famille. Moi je m'en suis retrouvé quand même à m'en vouloir d'avoir parlé. Parce qu'en fait, j'étais bien quand j'avais toute ma famille autour de moi, même si j'avais ce cancer à côté de moi tout le temps. Il y avait un cercle protecteur. C'était le prédateur. Et, qui était tout le temps là, aux réunions de famille. Il était tout le temps là, oui, puisqu'il était apprécié de tout le monde, donc on ne pouvait pas faire sans lui. Et en fait, quand j'ai parlé, c'est une victime qui libère sa parole en milieu familial.
eh bien, c'est une bombe à fragmentation. Donc, tout le monde est touché par cette libération de parole et certains vont s'enfuir et mettre de côté malheureusement la victime. Moi, c'est le message que j'envoie aux victimes maintenant, c'est parler. Parler. Moi, pendant 18 ans, j'ai fermé ma gueule, tout simplement, en parlant poliment, pour protéger tout le monde de ce drame. Et en fait, j'ai perdu 18 ans de ma vie. Si je vais parler de suite, après, j'avais peut-être pas la force, je peux peut-être pas la personne à qui parler me le dirait. Mais voilà, je regrette maintenant d'avoir protégé tout le monde parce que je me suis retrouvé seul. Bien sûr, pas tous m'ont abandonné, mais la majorité, oui, et m'ont fui, alors que moi j'attendais justement qu'on me soutienne pour une fois. Comment tu expliques ça justement? Est-ce que tu as trouvé un sens au fait que le collectif puisse réagir comme ça? Non, c'est tellement grave que les gens le fuient, c'est un problème. Préfère pas entendre. Mais non, c'est comme. Non, je ne vais pas faire ce parallèle parce qu'on va me dire que je suis fou, mais. Non, vas-y. Non, il y a des personnes, par exemple, qui ne vont pas oser faire la bise à une personne qui a le cancer, qui porte le cancer, qui porte le sida, par peur d'être contaminé. Ouais. Mais j'ai l'impression que pour une victime, c'est pareil. On est victime dans la famille, et bien on va le fuir. Par peur d'être contaminé. Il y a toute la question autour de ce que tu as vécu. Hein, donc, violée pendant 4 ans, régulièrement. Il y a ce phénomène, souvent dans les cas traumatiques comme ça de viol, il y a ce phénomène de dissociation entre le corps et l'esprit qui procure la plupart du temps. Alors, dissociation, c'est quand la victime se protège corporellement en fuyant son corps. Donc souvent il y a des témoignages de j'étais en dehors de moi, je me voyais au-dessus. Et comment on se réapproprie son corps après des années d'atteinte, comment on se réapproprie son corps? Alors, moi je suis pas dans. Moi j'ai fait de la dissociation traumatique, bien sûr, sinon je n'aurais pas pu vivre toutes ces années avec lui à côté. Alors des victimes, oui, vont avoir cette amnésie qui va se réveiller par la mémoire traumatique qui va se réveiller suite à un événement ou une odeur qui va rappeler son agresseur. Là c'est dangereux pour la victime parce qu'il faut, ça sort comme un geyser et donc du coup il faut agir vite pour elle. C'est ce qui est raconté la plupart du temps. On contient et quand ça sort il y a tout qui rejaillit en même temps. Mais c'est pour ça que moi je vois que dans toutes les interventions que je fais, le nombre de victimes qui viennent me voir à la ferme, et souvent il y en a, j'ai réveillé leur mémoire traumatique par mes paroles, par mon témoignage. Donc c'est quelque chose d'impressionnant. D'accord. Et ta question c'était, parce que je me suis échappé, du coup tu as perdu. Comment on se réapproprie la question du corps? Moi mon corps je l'ai jamais perdu en fait, j'étais toujours en possession de mon corps. Sauf quand j'ai tombé. J'ai toujours été relié, j'ai jamais été à côté de la plaque, hein. Sauf quand je suis tombé en dépression. Donc là j'avais perdu toute envie, donc j'ai perdu le contrôle de mon corps et donc j'ai pris beaucoup de poids. Mais je vais pas réussir à répondre. Hein. Ton corps, tu n'as pas perdu. Mais mon corps, voilà, j'ai toujours eu la main sur mon corps. Et c'est sur la personnalité après où ça peut déranger parce que là quand on est violé, on est mis plus bas que terre, hein, de toute façon. Et donc on veut sur l'estime de soi et on perd l'estime de soi, tout à fait. Et on veut se réapproprier justement cette estime et son image. Donc une victime va souvent avoir envie. Alors il y en a qui vont être introvertis, mais il y en a d'autres qui vont se mettre en avant. Et ça, c'est des choses qui peuvent déranger. Moi, c'était le cas. C'était que je voulais être toujours premier dans tout ce que je faisais. Je voulais être celui qui fait le plus rire. Je voulais être celui qui faisait un besoin d'amour, un besoin d'exister. Excessif. En fait. Ouais, excessif. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose. On voit tout pour le moment est bien décrit. Tout est pour le moment bien décrit. Est-ce que je connais le sujet alors? Oui, c'est ça. Je crois savoir que tu as un fils. Enfin, on en a parlé, donc je fais plus que croire, je le sais. Tu as un fils. Comment quand on a subi un traumatisme comme celui-ci, à quel âge, et d'ailleurs au-delà de la question de ton propre fils, donc comment on en parle à son propre fils ou fille d'ailleurs, à son enfant, à partir de quel âge tu conseilles aussi aux parents d'évoquer le sujet, c'est-à-dire de l'intimité de l'enfant, pour les prémunir d'éventuels prédateurs? Donc première question par rapport à ton fils.
Moi, par rapport Toi. à mon fils, en plus, je ne sais pas si c'est une chance, mais quand j'ai avoué à mon ex-femme que j'avais été violé, elle m'a avoué qu'elle aussi par son grand-père paternel. Donc c'est quelque chose voilà, qui était Vous libérateur. étiez dans le silence tous les deux. Exactement. Et donc mon fils, depuis le plus jeune âge, il sait que son corps lui appartient, il connaît ses parties intimes, il sait que si quelqu'un le force à faire des choses, il faut le dire absolument. Alors parler aux enfants, c'est déjà si les parents parlaient plus de sexualité avec leurs enfants dès le plus jeune âge, il y en a beaucoup moins qui seraient agressés sexuellement, parce que le sujet de la sexualité en famille est tabou. Et les enfants découvrent malheureusement la sexualité souvent par d'autres adultes, mais aussi maintenant sur Internet. Oui. Et c'est qu'on retrouve des enfants à 10 ans qui ont fait pénétration anale, buccale et vaginale, parce qu'ils ont découvert ça sur Internet. Et il n'y a pas d'apprentissage. Donc c'est apprendre dès le plus jeune âge aux enfants que leur corps leur appartient. Du moment que tu es autonome, qui a le droit de toucher tes parties intimes? Si tu as un secret qui te rend malheureux, identifier ta personne de confiance pour à qui tu peux le dire. Déjà, si les enfants connaissent ça, c'est un grand pas vers leur protection, ça c'est sûr. Et vous avez, petite astuce, vous avez des livres très très bien qui existent pour les enfants en bas âge, notamment la collection Dolto sur Touche pas à mon corps, qui est un livre qui est très très bien pour amener le sujet avec les enfants en bas âge. Tu peux rappeler les parties, on faisait la liste tout à l'heure, les parties intimes. Donc je parle comme aux enfants, donc c'est le zizi, le cucul et l'aîné. L'intérieur des cuisses pour les filles, la bouche, l'oreille peut être considérée aussi comme partie intime. Comme des zones érogènes. Donc. Exactement. On a une question, est-ce qu'en tant que mamie, on peut avoir une alerte qui interpelle? Alors les alertes, c'est tous les changements de comportement que peut avoir un enfant. Je me suis posé la question par rapport à toi d'ailleurs. Si les alertes, bon, j'en ai eu, la violence, l'alcool. Sur le terrain, on était devenus les trois très agressifs, donc les entraîneurs étaient contents d'avoir trois fous qui mettaient des marrons à tout le monde. En troisième mi-temps, on se mettait minable. Ça plaît aussi dans le rugby, généralement, c'est plutôt apprécié. Bon, les trois, tout d'un coup, enfin voilà, il y avait... tous les trois qui avaient été sans le savoir. Sans savoir. Donc c'est tout changement de comportement. Donc, après, chez les filles, qui commencent à se scarifier, les avant-bras, l'intérieur des cuisses, c'est qu'il y a agression sexuelle systématiquement. Systématiquement? Ouais. Et pourquoi les filles plus que les garçons? Les garçons ne vont pas se scarifier. D'accord. Peu. Les garçons, eux, ils vont devenir plus mauvais élèves. Les filles, elles, au contraire, elles vont avoir une progression traumatique. C'est-à-dire que pour s'occuper l'esprit, elles vont s'enfermer dans leur chambre, étudier, et donc on peut voir dans les écoles une progression traumatique. Le garçon, lui, il va avoir plutôt une baisse des performances. D'accord. Donc c'est tout changement de comportement. Donc énurésie, encoprésie, des terreurs nocturnes pour le plus jeune âge. Donc énurésie... Le pipi, le caca au lit. Voilà, revenir on va parler ça clairement. Voilà, c'est tout le changement de comportement. Alors ça peut être de l'agression sexuelle, mais ça peut être du bizutage, ça peut être du harcèlement. On a beaucoup de problèmes de harcèlement. Du prise à partie, de la maltraitance, mais il y aura systématiquement un changement de comportement. Et sur notre site, normalement, vous trouvez la liste des changements de comportement par tranche d'âge. Alors, on en reparlera tout à l'heure. Colosse au pied d'argile, n'hésitez pas à aller sur le site internet. Je te demanderai tout à l'heure d'ailleurs comment on fait si on veut soutenir l'association. Il faut soutenir l'association. Il faut soutenir l'association. Et d'ailleurs, j'en appelle à la Fédération française des sports automobiles pour laquelle je travaille. Si vous n'êtes pas encore engagé, je vais vous en parler très bientôt. J'avais une question par rapport à... Tu parles de ça... Parce que tu as parlé du viol, mais moi, sur un témoignage de bizutage, tu expliques que dans certaines écoles de sport, on n'hésite pas à enfoncer des bics dans l'anus des jeunes garçons et leur demander de l'écrire à... c'est-à-dire que là, on n'est même pas en train de parler que du viol. Ça, c'est du viol. Oui, ça, c'est du viol, cela dit, en plus, en termes juridiques. Mais tout ce bizutage sous couvert de... Je me dis, les prédateurs, ils ont tellement de moyens d'agir sous couvert de, autre que le passage à l'acte pur. Et je me dis, mais c'est grave. C'est grave. J'interviens en ce moment, on est en début de saison, donc j'interviens beaucoup dans les crêpes. Oui. Et
Et les crêpes, du bizutage, il y en a énormément. Et tous les crêpes partout par où je suis passé, encore hier à Poitiers, lors de mon témoignage, j'ai des personnes devant qui se sont mis à pleurer, victimes d'agressions sexuelles et de bizutage. J'ai une gamine la semaine dernière dans un crêpes à Bourges, enfin une, si c'était qu'une c'était très bien, mais plusieurs, victimes de bizutage aggravé. Donc il y a des pratiques dans le bizutage, c'est là où il faut sensibiliser aussi les enfants, les jeunes sportifs, c'est qu'il y a des pratiques, c'est plus du bizutage, c'est du viol et des agressions sexuelles. Et ça devient très grave et inquiétant même. On a une personne qui visiblement a vécu la même chose que toi, qui rajoute donc présent, qui nous rajoute lavage intensif et repli sur soi dans les signes. Il y a plein de choses, oui. Donc, une victime qui va se laver souvent les mains. Moi je me prends énormément de douche par exemple. Toujours. Encore, ouais. T'as gardé une image de toi dégradée encore aujourd'hui? Non. Alors moi je me suis... par rapport à tout ça, je suis vraiment un résilient ou un survivant, comme on peut dire, à 99,9%. Il reste toujours un pourcentage qui reste dans le traumatisme, mais j'arrive à le surmonter maintenant. Et vu que tu amènes ce sujet-là, j'avais pas prévu de poser la question, mais elle m'a quand même interpellée. Est-ce que la résilience passe par... alors, j'irai pas jusqu'à dire le pardon, mais la compréhension de son pédophile. Ce qui me fait penser à ça, c'est que je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais aux États-Unis, il y a un mode de réparation des victimes qui passe par faire rencontrer un autre pédophile pour discuter avec lui, pas son pédophile, mais un autre pédophile, pour discuter avec lui de qu'est-ce qui l'a amené à faire ça. Et selon eux... Au Canada qu'on fait pas mal ça. Au Canada aussi. Ouais. Alors, j'ai cru que c'était aux États-Unis. Mais des groupes de parole où on mélange les victimes avec les prédateurs. Est-ce que toi, t'en es arrivé jusque-là ou pas encore? Est-ce que c'est un objectif? Non. Et est-ce que tu penses que c'est une méthode... Moi, j'ai du mal. On me propose d'intervenir dans un centre pénitentiaire auprès de ces auteurs. Pour l'instant, tous les jours, j'allume mon portable. Tous les jours, j'ai des témoignages de victimes. Et je sais le mal qu'ils font et la destruction qu'ils font sur ces enfants. Donc je me vois mal aller travailler pour eux pour l'instant. C'est pas mon travail. Moi, je suis là plus pour les victimes, mais pas pour les prédateurs encore. Excuse-moi, je t'ai écouté en même temps. Mais je lisais un témoignage, donc on a Valérie qui dit c'est tellement dans les mœurs ce bizutage, notamment dans le rugby apparemment. Ouais, c'est tous les sports qui sont touchés. Je pense aussi, il n'y a pas de limite, comme la pédophilie, il n'y a pas de limite. Partout où il y a des enfants, il y a des prédateurs. La fédération aujourd'hui qui me dit qu'elle n'a jamais eu de cas d'agression, c'est qu'elle fait l'autruche ou qu'elle est dans le déni complet. J'avais quand même une question un peu plus tard par rapport à ça, et je vais revenir à Lo Riz, qui a posé aussi une question, pas posé une question mais qui témoigne. Moi ma question c'était, est-ce qu'il y a des sports plus touchés que d'autres? Autrement dit, ceux où les enfants sont quand même plus dénudés, oui. Est-ce qu'on va retrouver plus de... On a des problèmes dans la natation, beaucoup, dans la gymnastique, ouais. L'athlétisme, donc, où les enfants sont dénudés. On a beaucoup de problèmes dans l'équitation aussi. Quand on va aider un enfant à monter sur le cheval, la mère on la met aux fesses. Donc il y a des sports oui qui sont plus propices, mais j'ai dans la pétanque des problèmes lors de déplacements. Il y a le rugby, le foot, le basket, le hand, le volley, taekwondo, judo. J'ai vraiment tout, le bowling la dernière fois, le roller, patinage artistique. Il n'y a pas un sport qui est épargné par ça. Ok, mais il n'y en a pas. Alors ceux qui peuvent être un peu plus touchés sont ceux où effectivement il peut y avoir un peu plus. On a beaucoup de problèmes dans les piscines. Alors ça, t'en parlais beaucoup. Dans les piscines municipales, où il y a des populations qui sont mélangées, où il y a des populations qui se croisent. Et donc, oui, dans les piscines, les enfants sont dénudés, donc il se passe des choses par-dessus les cabines, par-dessous, on a même des micro-caméras qui ont été positionnées. Enfin, c'est... Il y a Véronique qui dit « Si je commence à dire tout le bien que je pense de vous, j'en ai pour 2 heures. »
Donc j'essaie de cliquer sur afficher plus. Non, je vois pas. Eh bien écoutez, je lirai tout à l'heure, on lira vos témoignages tout à l'heure. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. C'est gentil en tout cas. Mais en tout cas, c'est très gentil. Et nous, on a reçu beaucoup de témoignages sur cette semaine d'interview et de travail sur cette interview. Et on a été très touchés de voir l'ampleur du phénomène et de recevoir aussi tout ce drame ou cette tristesse. Je me dis que toi, c'est ton quotidien. Comment on fait pour porter ça au quotidien? Alors comment on fait? Moi j'ai fait de la dissociation traumatique pendant 18 ans. Et c'est ce qui m'aide aujourd'hui à aider autant de victimes. Cette semaine, j'ai fait des interventions donc, dans des crèches, dans des écoles. Et j'ai dû faire des signalements directement à la justice d'enfants en danger, violés par le père, par le beau-père. Et sans cette dissociation traumatique que j'ai faite pendant 18 ans, aujourd'hui, je ne pourrais pas aider toutes ces victimes. Mais c'est une preuve aussi que je suis guéri. Parce que c'est des actes de barbarie que l'on reçoit tous les jours. Et quelqu'un de fragile retombe vite dans son passé et peut être détruite du coup. C'est pour ça que malheureusement on ne peut pas amener tous les bénévoles qui souhaitent être bénévoles avec nous sur les actions, parce qu'à chaque intervention, ça fait 5 ans que je fais ça, il n'y a pas eu une fois où je n'avais pas de victime en face de moi. Ça c'est la réalité du terrain, que ce soit dans une école, que ce soit dans un club, que ce soit dans une réunion publique. J'ai toujours eu des victimes en face de moi. On a une question qui m'a interpellée parce que je connais la personne qui l'a posée. Elle s'appelle Benjamin Louis. Donc Benjamin, je te salue. Bonjour Benjamin. Benjamin Louis, je ne sais pas si tu le connais. Il est créateur, fondateur du premier média qui concerne uniquement le handisport. Et il a posé une question que je trouve tout à fait pertinente, que je vais te poser puisque je l'ai vu passer. Et on en avait discuté avant ensemble. Le handisport, est-ce qu'aujourd'hui, les personnes en situation, les enfants en situation vulnérable, encore plus vulnérable parce qu'ils sont en situation de handicap, est-ce qu'il y a autant de pédophilie? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce que vous faites de la prévention dans le handisport? On a travaillé déjà, on a commencé un travail avec la Fédération française des sports adaptés, qui a été laissé un peu de côté parce que les personnes il y a eu un mouvement fédéral chez eux. On avait commencé un travail qui est en stand-by pour l'instant, mais effectivement, plus la personne va être vulnérable, plus elle va être sujet aux agressions, notamment chez les handicapés, malheureusement, parce qu'il y a énormément de problèmes. Certains ont du mal à se défendre et à prouver qu'ils sont victimes. Oui, en fait, c'est compliqué de travailler avec l'handicap, mais malheureusement, c'est un constat, ils sont eux aussi touchés, voire plus que les autres. Donc oui, Benjamin, il y a des actions. On y travaille. J'ai fait des interventions déjà sur l'handisport. Justement, quel est l'accueil? Alors, tu crées Colosse au pied d'argile, donc je rappelle, il y a procès, ton bourreau, en tout cas l'auteur de ces agressions, de ces viols, part en prison. De ce jour-là, tu décides de créer Colosse au pied d'argile, aider les enfants, faire de la prévention. Tu peux nous rappeler les actions? Oui, on intervient dans les écoles de sport, donc les clubs sportifs. On va sensibiliser les enfants de 6 ans jusqu'aux bénévoles de 77 ans, parce que dans le combat que l'on mène, on fait la protection de l'enfant, mais aussi celle de l'éducateur. En lui apprenant à ne pas se mettre dans des situations qui pourraient être mal interprétées, être sujet de fausses allégations. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui est apprécié justement par les fédérations et les clubs. On ne fait pas la chasse aux sorcières. Dans les clubs sportifs, avec un discours adapté par tranche d'âge, on leur apprend les bases de se protéger, en leur expliquant bien sûr comment ça m'est arrivé et que ça peut arriver à tout le monde, et aux hommes aussi, même s'ils sont rugbyman. Ensuite, on intervient dans les écoles, collèges et lycées sur du harcèlement, parce que j'étais harceleur pendant 3 mois, donc je sais de quoi je parle, et je reçois énormément d'enfants victimes de harcèlement. Tu as été harceleur pendant 3 mois? J'étais harceleur à l'époque où j'ai été violé, où j'étais mal. Donc on leur apprend ton corps t'appartient, identifier des parties intimes, comme on fait à tous les enfants. Sur le harcèlement, sur le cyberharcèlement aussi, les problèmes, on fait un petit passage notamment avec l'application Snapchat qui est catastrophique pour les enfants. La semaine dernière,
on est en train d'aider un club de foot de Haute-Garonne. Ils ont commencé avec 3 plaintes, ils en sont à 22 plaintes suite à des problèmes avec Snapchat justement. Et pourquoi alors, un entraîneur qui a envoyé un entraîneur qui a envoyé ses parties intimes aux enfants via Snapchat. Donc il y a des sensibilisations à faire avec cette application parce que les enfants pensent qu'au bout de 5, 10, 15 secondes la photo qu'ils ont envoyée est détruite, sauf que Snapchat les enregistre et les conserve à vie puisque c'est ce qu'on a validé en validant les CGU, donc les conditions générales d'utilisation. Voilà. Ok. Donc après on fait la formation des professionnels aussi, des professionnels encadrant les enfants, avec les bons gestes à avoir, adaptés à chaque sport. Comment fonctionne un prédateur, comment eux-mêmes peuvent l'identifier. Comment identifier une victime, le rappel des lois, comment réparer un traumatisme et tout ça. L'accompagnement et l'aide aux victimes, que l'on fait depuis le début de l'association. On en est à 2000 témoignages reçus en 5 ans et plus de 1000 victimes aidées, accompagnées, orientées. Et après des réunions publiques aussi, voilà, pour sensibiliser, comme on fait ce soir à La Roche-sur-Yon, on va sensibiliser. Je crois qu'il y a déjà plus de 200 personnes ce soir qui nous attendent. Je suis désolée, j'arrive pas à lire toutes les questions parce qu'elles sont coupées. Je vais y revenir après. On va prendre un moment pour y répondre quoi qu'il arrive, je vous assure, même si on n'y répond pas en direct. On prendra un moment pour y répondre après à toutes vos questions. Donc restez connectés sur la page et on répondra en commentaire à toutes vos questions. Moi j'avais une question sur l'accueil. Donc tu parlais du foot. Tu as dit que tu étais intervenue dans le foot, mais alors ma première question c'est quel a été l'accueil quand tu as démarré? Quel a été l'accueil dans le sport? Quelle est la première fédération à t'avoir suivi? En tout cas le premier sport. Moi j'ai noté le rugby, je me suis dit c'est forcément le rugby mais peut-être pas. Cette question sur le foot, donc sur plusieurs témoignages que j'ai vus, le foot qui est très réticent, la fédération de foot qui est très réticente, visiblement. Moi j'ai lu l'accueil qu'elle t'a réservé avec cette minuterie qu'il faut aller remonter pour remettre la lumière dans la cantoche, et je me dis on ne peut pas traiter le sujet comme ça. Non. Donc, au début ça a été compliqué parce que les gens nous disaient mais déjà il a fallu qu'on fasse nos preuves sur le terrain, donc on présentait l'association. Au départ tu étais tout seul. Ah oui, on était peu, ouais. Et donc on présentait l'association, c'est très bien ce que vous faites, mais bon, allez voir ailleurs, chez nous il n'y a pas de problème. Et puis un club s'est engagé, 2 clubs, 3 clubs, et après voilà, la Fédération française de rugby qui a eu des problèmes, qui les met pas de côté ou qui met pas le couvercle dessus, elle a fait appel à nous pour aider le club, pour aider les victimes. Et ça a été donc la première fédération à s'engager à nos côtés. Maintenant il y a le fédé de rugby, de basket, de pelote basque, de gymnastique, l'UFOLEP, le baseball qui va arriver et d'autres qui sont intéressés aussi pour s'engager à nos côtés. Il y a une question, est-ce que toutes les écoles privées ou publiques acceptent que vous interveniez? Est-ce que c'est eux qui t'appellent? Est-ce que c'est toi qui... Alors, il faut savoir que depuis le début, dès la création de l'association, on n'a jamais contacté quelqu'un pour qu'il s'engage avec nous. Ce ne sont que des démarches volontaires. Les établissements qui souhaitent nous faire intervenir, c'est eux qui nous contactent. Nous, on ne va pas faire du démarchage. Et donc, on travaille en ce moment à être agréé pour travailler avec plus facilement avec l'éducation nationale. Mais on fait beaucoup d'interventions déjà dans l'éducation nationale et c'est bien vu parce que je demande toujours qu'il y ait les professeurs qui sont là, les infirmiers, les assistantes sociales, les CPE, et les retours que l'on a, même des parents, sont très positifs, donc tant mieux. On a dit comment on peut identifier, comment on peut prévenir, comment on peut aider son enfant au mieux à se reconstruire. Et ça rejoint quand même une autre question que j'avais, que je t'ai posée tout à l'heure. Comment on fait, donc comment en tant que parent on aide son enfant à se reconstruire? Alors déjà, au mieux, c'est aller voir un spécialiste, des psychologues victimologues par exemple, qui sont spécialisés. J'ai une maman qui, pensant bien faire, a fait faire de l'EMDR. C'est un travail avec le mouvement oculaire. Là aussi, attention à ces pratiques pour les enfants. Le petit, il est traumatisé depuis qu'il a fait cette séance. Il y a un site de MDR, MDR France, où on trouve toutes les personnes qui ont suivi la formation.
officielle. Là, l'enfant, c'est pas... l'enfant a été traumatisé et en est encore. En fait, le MDR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un déconditionnement du cerveau, notamment neurologique, avec des yeux, des mouvements oculaires. On va essentiellement l'utiliser sur du trauma, donc des traumatismes, pour venir les déconditionner. On a baissé l'intensité. Sur un trauma comme celui-ci, on n'est pas juste sur un trauma, on est sur un trauma qui a besoin d'être, à mon avis, expliqué, verbalisé émotionnellement, qui a besoin d'être pleinement compris, accueilli, verbalisé. On peut pas juste, je pense pas que la méthode magique de la pilule où je lui fais faire une séance de MDR soit la bonne solution. Il y a un travail pour les enfants. Alors quand on est parent, alors ça c'est un message que j'envoie aux parents qui ont été victimes, qui ont des enfants aujourd'hui, par peur que ça leur arrive, vont implanter un traumatisme à leurs enfants, à leur dire, à les surprotéger. Est-ce que ça les rend plus vulnérables d'ailleurs ? Ça peut les rendre plus vulnérables et c'est pour ça que c'est très compliqué à gérer. Donc il faut y aller par dose homéopathique. Des choses de base, apprendre que ton corps t'appartient. Si tu as un souci, tu peux nous en parler. Parler de sexualité par tranche d'âge avec des mots adaptés. C'est quelque chose qu'il faut faire aussi. Mais là, après, quand vous avez un enfant victime dans votre famille, ce qu'il ne faut pas faire, c'est lui demander tous les jours si ça va. Oui. C'est elle, la victime, donc, qui parle quand elle veut, quand elle sent qu'elle a besoin de parler. Il faut que ça vienne d'elle. Donc après, les victimes qui ne peuvent pas parler, écrire. Ce qui est écrit n'est plus dans l'esprit aussi. J'avais plein de questions, mais le temps file vite, ça fait déjà 3/4 d'heure. J'avais une dernière question quand même sur le côté plus ou moins politique. Aujourd'hui, j'ai appris d'ailleurs de toi, j'ai appris beaucoup de choses de tes témoignages, que les casiers judiciaires des entraîneurs de sport amateurs n'étaient pas vérifiés, c'était pas une obligation, il n'y avait que dans le sport professionnel. Non, alors on a la nouvelle équipe du ministère des Sports, avec la nouvelle ministre, Roxana Masienianou, qui s'est engagée, qui veut s'engager à nos côtés, qui veut s'appuyer sur notre expertise, donc c'est elle qui le dit, c'est pas nous. Ouais. Et on fait une table ronde justement, un groupe de travail le 16 novembre au ministère, où on met les acteurs du sport autour de la table, parce qu'on a un projet de loi justement, pour que tous les bénévoles d'un club soient filtrés, des parents encadrants jusqu'aux familles d'accueil des fois, parce qu'il y a dans des disciplines lors de déplacements, des familles d'accueil qui reçoivent des enfants. Donc on veut vraiment que tout bénévole d'un club soit filtré par le deuxième volet du casier judiciaire. Ok, donc j'allais dire Sébastien quand la politique, mais finalement on y est déjà, c'est bien. Je vous remercie à tous pour vos questions. On va finir cette interview par le dos à dos. Donc on j'ai encore du temps si tu veux. Tu as encore un petit peu de temps, non mais moi aussi j'ai l'après-midi, mais on avait dit 1 heure. Mais on peut pousser si tu veux. On peut pousser. Donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas en tout cas à les poser. Moi j'avais cette question de comment on se reconstruit dans ça. Est-ce que tu as cette impression d'avoir cette deuxième vie là maintenant, et d'avoir une deuxième vie, d'avoir un peu une deuxième chance là maintenant, tu le vis. J'ai l'impression que tu as quand même 2 moments de vie très séparés. Bien sûr, moi ma nouvelle vie est du premier, elle a commencé le 29 mai 2013. C'est ton tatouage? C'est mon tatouage, c'est le jour où mon agresseur est parti me noter. Et depuis ce jour-là, toutes les addictions que j'avais, sexe, argent, drogue, violence, tout ça s'est effacé. Je ne supporte plus le mensonge, alors que j'ai menti toute ma vie. Et puis j'ai des émotions qui sont nées. Et je me suis rendu compte que j'étais mort émotionnellement à 11 ans et demi. Et j'ai fait un travail justement il n'y a pas longtemps, en MDR, j'ai testé, qui a très bien marché pour moi. Et effectivement, je suis mort émotionnellement à 11 ans et demi lors de la première agression. Après mon procès, pas mon procès, celui de mon agresseur, le 29 mai 2013, c'était un mercredi, le jeudi
du jeudi au samedi, j'ai pleuré. J'ai pleuré, mon corps se lavait en fait. Je me suis mis à aimer les gens, à leur dire, à leur écrire que je les aimais, chose que je ne faisais jamais. Et maintenant, je suis capable de pleurer. Tu as dit dans une interview de ce jour-là, je suis devenue un bisounours. Ouais. Hum. Ah non, mais j'ai des émotions, j'arrive à pleurer. Mon fils me fait pleurer. Un film va me faire pleurer, alors qu'avant, je n'avais rien à carrer, quoi. Mais parce qu'avant, j'étais insensible. tu te protégeais. Je me protégeais. Ouais. Il y avait une question, alors tu y as déjà répondu tout à l'heure, mais il y a Christelle qui demande comment choisissez-vous les clubs de sport où vous intervenez. Ce sont des démarches volontaires. On Voilà. choisit personne. Et il n'y a pas un sport où tu dis je veux vraiment quand même, je veux vraiment pouvoir, il y a vraiment des choses à faire et vraiment. Non, là en ce moment on reçoit beaucoup de témoignages de l'équitation et ça commence à me faire peur. Le judo aussi. Donc on va contacter les fédés pour voir si on peut mettre quelque chose en place parce que malheureusement voilà, on reçoit beaucoup de témoignages. En fait, donc, moi je suis préparatrice cérébrale de sportif. Et dans les accompagnements que j'ai faits, tu parles d'équitation et j'ai accompagné beaucoup de jeunes filles en équitation, j'ai, dans l'aviron aussi, j'ai été assez surprise de voir l'emprise phénoménale qu'a un entraîneur sur ces jeunes filles. Et là tu te dis mais en fait c'est facile. Elles sont tellement mises dans un état. Moi j'ai eu essentiellement des filles en équitation, je n'ai pas eu de garçons, mais je l'ai trouvée tellement mise en état psychologique d'emprise que n'importe quel abus était presque facile. Bien sûr, mais en plus il y a autre chose, il y a la performance par procuration. Donc des parents qui vont dire à leur entraîneur écoute, t'en fais une championne, ta carte blanche. C'est ça. Et malheureusement, il y en a qui confondent éducation et affection. Oui. Il y a beaucoup de remerciements, beaucoup de personnes te remercient pour ton témoignage, ton parcours. Je crois que tu touches beaucoup de gens et nous aussi on te remercie vraiment d'avoir pris du temps pour nous. On va finir par ce dos à dos. The moment. On y va ? Allez, on se retourne. Tu me fais faire n'importe quoi là. Tu crois ? Mais non, allez vas-y. Alors, tu as un tatouage qui dit, donc Sébastien a un tatouage qui dit on ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Et nous on s'est beaucoup interrogé au bureau sur la signification de cette phrase. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que cela signifie pour toi ? Alors là je vais vous faire peur, je pense. Vas-y. Ça prouve que je suis aussi guéri de mes viols. J'ai presque envie de dire merci à mon agresseur. C'est terrible, je le dis pas. Mais en fait, tout ce que je vis aujourd'hui avec mon association, jamais j'aurais imaginé faire toutes ces télés. Jamais j'aurais imaginé un jour aller travailler en Argentine pour ouvrir une antenne colosse au pied d'argile. Jamais j'aurais imaginé aider autant de victimes. Jamais j'aurais imaginé... c'est rigolo, j'ai jamais mangé autant à la cantine depuis que je travaille dans cette association. J'ai jamais été autant à l'école, ce qui est rigolo. Et non, mais être reçu au ministère, en fait, tout ce que je vis avec cette association, voilà, c'est le passé, quoi. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Et moi, le passé, actuellement, autant il m'a bousillé pendant 18 ans, autant aujourd'hui, je rattrape ce temps perdu, quoi, en fait. C'est François Sagan, ça. La phrase. Qu'est-ce que tu aurais pu devenir que tu n'es pas devenu ? Un joueur de plus haut niveau, parce que je m'étais donné des objectifs, mais ils étaient, c'était rentrer titulaire sur le terrain de Dax en Pro D2, je l'ai fait. Une fois que j'ai atteint mon objectif, et puis je suis passé à un autre, c'était jouer en équipe de France amateur. Je l'ai fait quand je suis revenu à Saint-Paul, mais j'avais eu des sollicitations pour jouer plus haut, mais c'était pas mon objectif, parce que je ne voulais jamais quitter mes landes. Et donc ouais, c'est peut-être le truc que je regrette. Avec un peu plus de sérieux, j'aurais peut-être pu avoir une autre carrière, mais elle a été déjà très bien pour moi. Qu'est-ce que tu aimerais devenir que tu n'es pas encore ? Non, j'aimerais revenir au Sébastien
qui peut faire la fête sans frein, qui ne doit pas avoir une tenue, parce que bon, voilà, c'est bien d'être connu, reconnu, mais bon, on peut plus faire le con comme avant, et c'est vrai que des fois... faut que tu viennes faire la fête. des fois c'est un peu, voilà, t'es dans la retenue, bon, et c'est normal, et ça fait partie du job, mais sinon, un cuistot peut-être. Ok. Cuisinier, ouais. Quelle est la question que l'on ne t'a jamais posée que tu aimerais que l'on te pose? Il y a un garçon, un enfant la semaine dernière, un petit, tu vois, j'en suis ému, qui s'est soucié de ma santé. Il a dit, mais c'est super tout ce que tu fais pour nous, mais pour toi. Et en fait, actuellement, oui, je suis très pris par tout ce que je fais. Je m'en oublie d'ailleurs, je pense un peu. Mais ouais, ce que m'a dit ce petit garçon là, et toi comment tu vas, ça m'a énormément touché. Ouais. Quelle est la plus belle chose que tu aies découverte sur toi dans toute cette épreuve? Ouais, enfin, ce témoignage là, qui libère tant de paroles, quoi. Alors je sais pas comment on peut le qualifier. Bon, ma sincérité peut-être. J'ai toujours été sincère, j'ai toujours été franc, mais ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Et enfin, dernière question, tu dis que ton association, elle n'est pas là pour donner le sourire, elle est surtout là pour éviter que des enfants pleurent en silence. Donc ma dernière question, c'est est-ce que le colosse pleure encore parfois en silence? Non. S'il y a bien quelque chose que je fais plus, c'est pleurer en silence. J'assume mes émotions, même quand je suis des fois en conférence. Hier, j'étais au Krebs de Poitiers. J'étais en colère parce que j'avais eu des témoignages de bizutage aggravé. Et donc, je voulais vraiment faire passer le message. Et du coup, j'étais dans l'émotion. Et je n'ai pas caché mes émotions. Ils l'ont vu d'ailleurs. Et ce que je peux te garantir, c'est que le message hier est passé et les a transpercés. Ouais. Ok, merci Sébastien. Merci à toi. Je voudrais finir en... Il y a ma chérie qui me fait un petit coucou, donc je t'embrasse. Guerrier au cœur tendre et généreux. On voulait savoir si on veut aider l'association, comment on peut faire? Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc oui, faire un don, comme toute association, on a besoin. Un euro donné, c'est 3 enfants sensibilisés. Alors on fait beaucoup de télé, je vais te faire une parenthèse par rapport à ça. J'ai fait pas mal de plateaux télé, et à chaque fois, le dernier c'était Envoyé spécial, l'un des derniers, on a 300 victimes qui nous ont contactés. Toutes les victimes, enfin si on en a oublié, c'est qu'elles sont passées entre les mailles, mais on s'en excuse, ça peut arriver par les mails. Nous on assure le suivi de toutes ces victimes, gratuit. À l'association, ça coûte 8 000 € par an. Et donc, voilà, l'importance de nous faire des dons. Tout est redistribué, on est 5 salariés maintenant. Donc on est une association, mais qui vit comme une entreprise, avec les charges d'une entreprise. On n'a pas de passe-droit. Donc on a besoin d'argent effectivement pour continuer le combat et pour continuer à aider toutes ces victimes et à protéger toutes ces victimes. Donc n'importe qui peut adhérer à l'association? C'est 10 € l'association par an et il n'y a pas de petits dons comme on dit. Je reçois des dons mensuels de 2 €. C'est peut-être le don qui me touche le plus. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Colosse au pied d'argile. N'hésitez pas à faire un don, aussi petit soit-il. N'hésitez pas à participer, à parler aussi, libérer la parole autour de vous. La honte, alors si je peux me permettre de lancer un message aux victimes, c'est qu'il faut parler. La honte doit changer de camp et on n'est pas coupable, on est victime. On est victime, malheureusement, mais seul on n'y arrive pas, donc il faut se faire aider. Parler à d'autres victimes, comme à moi, comme à d'autres. Il y a d'autres associations qui travaillent très bien aussi. En milieu sportif, on est une des seules. Mais parlez, la honte doit changer de camp. Vous n'êtes pas coupable, vous êtes victime. Et ça, il faut vraiment l'entendre. Tu as des messages de ta famille, je crois. Ça, c'est ma soeur et mon père. Donc, voilà. Virginie, Patrick, je vous embrasse. On vous embrasse.
D'ailleurs, Virginie, tu gardes Louis demain soir. Voilà. Ça, c'est fait. Merci beaucoup, mille fois, Merci pour ce témoignage. Nous, on vous donne rendez-vous le mois prochain, au mois de novembre, pour un live avec Jean-Baptiste Elissalde sur un autre sujet, sur le management et le leadership. Un chouette moment partagé avec lui. Moi, je voudrais, pour terminer ce live, que l'on offre notre plus beau sourire aux spectateurs, aux enfants qui l'auraient peut-être un peu perdu, aux adultes qui l'auraient peut-être un peu perdu ou qui voudraient qu'ils l'ont retrouvé. Eh bien, on va le partager avec vous. Je voudrais juste qu'on termine par notre plus beau sourire à nos spectateurs. Ça te va? On y va. Allez, les gars. Salut tout le monde. Salut. À bientôt.